c'est rare qu'on regarde. Alors qui est-ce qui a traduit, avant que ce soit déjà un traducteur très très renommé? Ce n'est pas uniquement une question de comprendre le sens, c'est vraiment de recréer un travail complet. Moi, en tant que traductrice, j'ai senti un immense respect. Est-ce qu'aujourd'hui les traducteurs sont bien payés? Non. Non. Bonjour, nous sommes à Shanghai pour ce nouveau numéro de Parlons-en consacré au prix Foulet 2015, le prix de la traduction et de l'édition. La littérature et la traduction sont à l'honneur tout le week-end du 28 et 29 novembre, ici à Shanghai, la ville de naissance de Foulet, le grand traducteur chinois. C'est la première fois que la remise du prix Foulet aura lieu ici, dans cette ville, peut-être pour lui rendre hommage à ce traducteur qui a rendu accessibles les œuvres de Voltaire, de Balzac, de Romain Rolland. Je voulais profiter du calme de cette matinée pour avoir un moment en tête-à-tête avec Caroline Puel, présidente du jury du prix Foulet 2015. Bonjour Caroline. Bonjour Chafin. Bienvenue à Shanghai. Merci. C'est un week-end avec un programme très chargé qui commence à Shanghai avec le week-end du prix Foulet. Oui. Et, je vous ai donné rendez-vous ici devant cette maison. Est-ce que vous êtes déjà venu ici? Non, alors je Non. suis ravie de pouvoir découvrir cette maison grâce à vous, puisque c'est le lieu où a vécu et travaillé Foulet pendant de nombreuses années, jusqu'à la Révolution culturelle. Le prix Foulet, pourquoi le prix d'excellence de la traduction porte le nom prix Foulet? En fait, on s'est retrouvés pendant des années face à un problème complexe, c'est-à-dire que les Chinois, le public chinois, les maisons d'édition chinoises ont un grand appétit de traduction et c'est formidable, et notamment pour les traductions françaises. Donc on était tous ravis de cela. Ça m'avait beaucoup frappé lorsque j'étais arrivée en Chine au début des années 80, d'avoir des discussions avec des gens de la rue, des chauffeurs de taxi qui me parlaient de Balzac, justement de traduction, et tout ça c'était effectivement grâce à Foulet. Donc c'était l'évidence. Foulet s'est imposé sans même qu'il y ait de discussion. Il est connu en France aussi, et c'était l'occasion de lui rendre un bel hommage. C'est la première fois que tous les membres du jury se déplacent à Shanghai, et la remise de prix a lieu ici à Shanghai, dans sa ville de naissance. Mais alors, pour parler un peu du travail des membres du jury du prix Foulet, comment ça se passe? J'ai lu dans un communiqué de presse de l'ambassade, ils disent les débats sont très animés pendant les délibérations. Comment ça se passe? Je sais qu'il y a une partie française et une partie chinoise. Oui. En fait, nous sommes vraiment, il y a une bonne mixité, à la fois autant de Français que de Chinois, autant d'hommes que de femmes. On a essayé aussi de respecter un peu les différentes générations, de manière à ce que notre jury représente un petit peu toutes les tendances possibles. Pratiquement, les maisons d'édition qui maintenant commencent à connaître ce prix nous font passer des livres au printemps. Enfin, font passer à l'ambassade des livres au printemps qui sont rassemblés et qui nous sont remis avant l'été. Et on a l'été pour les lire et faire déjà un premier choix. Donc généralement on se retrouve fin septembre à Pékin. Ensemble, tous les membres du jury. Et là, sur l'ensemble des livres que l'on a pu recevoir, qui peut être très important, certaines années on en a jusqu'à 50. Il y en a de plus en plus? Et il y en a de plus en plus, d'année en année, donc ça c'est formidable aussi. On en retient 4 dans chaque catégorie. On a dû créer en fait 2 catégories. Alors il y a la catégorie littérature, roman, et catégorie essai. Et également, parce qu'on avait envie d'encourager un petit peu les jeunes, on a créé depuis 2 ans une catégorie qui s'appelle Jeunes Pousses,
c'est-à-dire pour encourager les très jeunes traducteurs à se lancer dans la voilà, qui ne sont peut-être pas suffisamment confirmés pour obtenir le Grand Prix, mais dont on sent qu'il y a un vrai potentiel et donc on essaie de les encourager à poursuivre avec cette qualité. Ensuite, il nous reste 2 mois pour lire attentivement les 4 livres restants dans chaque catégorie et la discussion finale, donc qui va avoir lieu tout à l'heure, on se détermine enfin pour le gagnant. Il y a une partie française et une partie chinoise. Est-ce que, en fonction des nationalités des membres du jury, les choix sont très différents, les préférences sont différentes? Eh bien, finalement, pas du tout. Ça nous a beaucoup étonnés. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir une discussion animée sur une œuvre, et c'est la loi de la majorité, et c'est donc la majorité qui l'emporte. Mais d'une manière générale, donc, on s'entend assez bien. Quand on fait notre choix, on essaie d'abord, en fait, je dirais que dans un premier temps, c'est plutôt les Français qui travaillent, et dans un deuxième temps, c'est davantage les Chinois. Parce que dans la première sélection... C'est plus une sélection d'auteurs français qu'on aimerait promouvoir en Chine. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver des œuvres qui peuvent avoir vraiment un écho, parce que la thématique qui est retenue peut intéresser. Peut faire résonance dans la société chinoise, parce que c'est un sujet qui fait débat au même moment, sur lesquels s'interrogent les Chinois. Alors là, je parle surtout de la catégorie essai, en réalité, parce que pour la littérature, il n'y a pas de choix. Si ce n'est que du choix de qualité de mots, de grandeur de l'œuvre, etc. Et puis ça peut être intéressant aussi de faire connaître un auteur totalement inconnu en Chine, pourquoi pas. Donc la sélection, c'est aussi sur le choix du traducteur à choisir tel ou tel auteur français à traduire. Voilà. C'est d'abord cette... Sa démarche intellectuelle, pourquoi a-t-il choisi cette œuvre, nous intéresse aussi. Et puis certains s'attaquent à des monuments. Certains s'attaquent aussi à des œuvres qui ont déjà été traduites dans le passé. Et dans ce cas, alors là, on va rentrer dans la catégorie où ce sont plutôt les membres du jury chinois qui vont passer en avant, c'est-à-dire lire aussi toutes les traductions précédentes pour déterminer laquelle est la meilleure. Est-ce que c'est celle qu'on a entre les mains, ou est-ce que c'est une traduction qui a pu être faite 10 ans, 15 ans plus tôt et qui, à l'époque, n'avait peut-être pas été mise en avant. Un autre élément que l'on prend en compte et qui est très important, c'est aussi le travail de la maison d'édition. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a fait un beau travail de présentation? Est-ce que c'est un beau papier? Est-ce qu'il y a des belles illustrations? Mais je dirais que ce n'est qu'un plus. Si dans le pire des cas, on trouvait une excellente traduction dans une mauvaise présentation, mais que la traduction le méritait, c'est quand même avant toute chose la traduction qui l'emporte. Les traducteurs sont en général derrière les ouvrages. Quand on lit un livre traduit, on regarde, voilà, c'est le livre de Balzac, de Molière, de Romain Rolland. Mais c'est rare qu'on regarde, alors qu'est-ce qui a traduit, à moins que ce soit déjà un traducteur très très renommé. Pourquoi vouloir mettre en avant les traducteurs L'ambassadeur de France a dit, voilà, le prix Foulet donne l'occasion de montrer leur talent et d'attirer sur eux les feux de la célébrité pour un moment. Pourquoi? C'est vrai que d'une manière générale, la traduction est un travail d'humilité, puisque le traducteur se cache presque derrière l'auteur principal, alors qu'en réalité, il est en train de réaliser lui-même une autre œuvre. Parce que c'est justement ce que l'on a voulu mettre en avant avec ce prix. Il ne s'agit pas uniquement de trouver des mots correspondants, il va s'agir non seulement de faire passer le sens essentiel de l'œuvre, mais il va falloir aussi créer l'émotion, faire en sorte que dans une autre langue, quelqu'un à son tour va être touché. S'il s'agit d'une œuvre purement littéraire, eh bien évidemment par la poésie des mots. S'il s'agit d'un essai, par le sens profond. Et c'est là où on a un petit peu le meilleur et le pire qui se côtoient. Et comme on ne pouvait pas écraser ou faire disparaître le pire, on s'est dit qu'on allait mettre en avant le meilleur, qui était un moyen beaucoup plus positif et constructif d'essayer d'attirer les jeunes traducteurs à donner du mieux qu'ils pouvaient, à peut-être prendre davantage de temps. Parce que la traduction, c'est pas
juste une technique. Non. Tout dépend de la sensibilité littéraire, artistique. Absolument. C'est un travail, du traducteur. Oui, c'est un travail complet et parfois ignoré. Tout à l'heure, on discutait avec un voisin de Foulet qui venait à l'époque, qui racontait comment Foulet à l'époque passait et repassait et encore une fois sur ses traductions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les exigences de rentabilité des maisons d'édition, l'urgence, le monde moderne dans lequel nous vivons, peut-être que l'on investit moins de temps, certainement on a investi moins de temps, et donc voilà, c'était aussi utile de rappeler que c'est avant tout l'importance des mots, la profondeur des choses, si on veut vraiment toucher les âmes et les esprits des deux côtés, c'était très important. Oui, justement, vous parlez alors on vit dans un monde moderne. La traduction, maintenant, c'est possible aussi avec Google. Voilà, exactement. On peut tout à fait... c'est pas forcément toujours très, très beau à lire, mais on arrive à comprendre le sens. Voilà. Donc, mais il faut aller au-delà. Ce n'est pas uniquement une question de comprendre le sens, c'est vraiment de recréer un travail complet qui va toucher profondément dans une autre culture les nouveaux lecteurs qui, eux, n'auront eu aucun accès à l'œuvre originale. Et justement, quand vous lisez une traduction, lorsque vous choisissez les candidats, vous privilégiez plus le rendu du sens, le rendu de la forme, ou les deux? Comment on arrive à concilier les deux? Oui. En chinois, il y a un mot qui s'appelle jietiqi. Oui. Et quand je lis, par exemple, les correspondances familiales de Foulet, il parle un peu de ça aussi. Comment traduire fidèlement, mais en même temps penser aux spécificités locales, les choses que les gens d'ici peuvent comprendre? En fait, oui, idéalement, il faut réunir les deux. Et c'est toute la difficulté. Donc c'est pour cela qu'on s'intéresse au départ à l'œuvre qui va pouvoir toucher un public chinois à un moment donné, ensuite à la qualité de la traduction, ensuite au beau livre qui l'accompagne. Et donc ce prix est un moyen d'encourager les trois choses, c'est-à-dire une bonne sélection, un travail non seulement sérieux mais artistique, littéraire et complet, et ensuite le travail d'accompagnement d'une maison d'édition pour en faire un très beau livre qui va être appelé à circuler, à rester, à passer de main en main, qui est tout l'objectif évidemment de l'œuvre. progressive de tous les vers, fluo, héros, pistache, polonaise, alors, mesdames et messieurs, nous célébrons cette année le 7e prix Foulet. Nous le célébrons, cela a été dit, dans cette ville de Shanghai, qui s'est imposée en Chine comme la première des villes ouvertes sur le monde, une ville qui est un pont avec la culture de la Chine et les cultures occidentales. Et en venant à Shanghai, nous revenons aux sources, puisque nous savons tous, c'est la ville de ce grand traducteur qui a été un passeur de la culture française vers la Chine. Il est indispensable de connaître la pensée, la culture, les émotions de l'autre, dans le respect des différences de ces cultures. Et de ce point de vue, les traducteurs jouent un rôle absolument essentiel. Lisa, 6h27, de Jean-Paul Didier-Laurent, traduit par Zhou Xiaoshan. 傅雷奖、社科奖的书籍是法国兰利，请中国作证。 C'était de donner le prix Jeune Pousse à la querelle de l'art contemporain, écrit par Marc Gimnez et traduit par Wang Mingnan. Je suis très très heureuse d'être ici aujourd'hui parmi vous et vraiment un grand honneur et un grand plaisir de recevoir ce prix-là. Monsieur Jie Zhiyong, Madame Wang Mingnan. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation de venir parler du travail de la traduction dans Parlons-en. Alors,
Monsieur Jie Zhiyong, vous travaillez pour la maison d'édition Beijing Li Xiangguo. Vous avez édité le livre Le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent, traduit en chinois par Madame Zhou Xiaoshan. Madame Wang Mingnan, vous êtes traductrice. Vous avez traduit le livre La querelle de l'art contemporain de Marc Jiménez, publié par Beijing Daxue Chubanshe. Alors vous avez gagné cette année respectivement le prix Foulet dans la catégorie littérature pour le livre Le liseur du 6h27 et le prix Foulet dans la catégorie jeune pousse. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et alors vous êtes tous les deux des francophones. Vous parlez français, vous avez étudié le français. Est-ce que vous avez gardé un souvenir de votre premier contact avec la littérature française? En fait, je dois confesser que je n'ai pas lu beaucoup de littérature française, mais ce qui vient à ma mémoire, c'est le roman de Marguerite Duras, L'amant, qui a été traduit par Monsieur Wang Daoqian, ce qui est assez connu en Chine. Oui. Et vous? Moi, quand j'avais 14 ans ou 13 ans, je ne sais plus, en tout cas au collège, le premier roman français que j'ai lu, traduit en chinois, c'était Père Goriot, donc traduit de Balzac, traduit par Foulet. Voilà. Je vous pose cette question parce que très souvent, quand on lit un roman français traduit en chinois, peut-être les lecteurs ne font pas forcément attention aux traducteurs. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le travail des traducteurs n'est pas assez reconnu? En Chine, c'est un vrai problème? Tout d'abord, je pense que pendant tout ce week-end et même au-delà, c'est-à-dire pendant toute l'organisation justement de la remise du prix, moi en tant que traductrice, j'ai senti un immense respect de la part de l'organisateur en fait, et là je suis profondément, vraiment très sincèrement reconnaissante. En même temps, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien à reprocher aux lecteurs justement de retenir les noms des auteurs tout en oubliant les noms des traducteurs. Personnellement, en tant que traductrice, ça me gêne pas en fait. Comme ce que monsieur l'ambassadeur a dit hier pendant la cérémonie, je pense que pour les traducteurs, il faut à la fois être là et ne pas être là. Donc je pense que ça fait partie de la nature de la traduction et pour moi je pense que c'est à la fois une bonne nouvelle qui nous gêne. Voilà. Être et ne pas être. Être et ne pas être, exactement. Oui, parce que les traducteurs sont des gens qui travaillent dans l'ombre, sont derrière les ouvrages. Oui, tout à fait. Et ça ne vous dérange pas? Personnellement, non. Non. Est-ce qu'aujourd'hui les traducteurs sont bien payés? Non. Oui, c'est vrai. Surtout pour les traducteurs des livres, la paye est toujours, comme dirais-je, très modeste, même terrible. Ça, il faut l'admettre. Le prix porte le nom, le prix Foulet. Et Foulet, qui était un grand traducteur chinois, on dit que quand lui, il traduisait, il lisait 3 fois, 4 fois, 5 fois avant de commencer le travail de la traduction. Et dans les correspondances familiales de Foulet, Foulet Jiashu, il avait dit aussi à propos de la traduction, il dit 翻译工作如果要做好，要一改再改三改四改。Pour mener à bien une traduction, il faut corriger. Alors, ça prend beaucoup de temps, tout ça. Lire, corriger, pour faire une bonne traduction. Mais alors le temps, c'est de l'argent. Comment, pour une maison d'édition qui, bien sûr, il faut être très attentif à la qualité de la traduction, mais aussi vous avez des impératifs économiques. Comment vous arrivez à concilier les deux? Il existe toujours le dilemme entre la qualité et, comment dirais-je, le marché ou bien l'économie. Pour nous, quand on travaille avec des maisons d'édition françaises, c'est peut-être plus simple parce que même si on doit payer, on doit dépenser beaucoup de temps à la traduction, les maisons d'édition françaises sont toujours d'accord. Mais
Mais pour les maisons d'édition comme dirais-je, anglaises, par exemple, ou américaines, ce sera peut-être plus difficile parce que il faut toujours signer un contrat avec pour les droits. Si on ne peut pas publier ces livres avant le délai de parution, on sera obligé de payer une amende ou bien le contrat sera annulé. Donc ça va nous faire perdre de l'argent. Donc c'est pour ça que souvent on est obligé de pousser les traducteurs d'être plus rapides. Oui. Être plus rapide. Oui. Alors pour vous c'est très important d'avoir ce temps, un temps pour bien traduire. Madame Wang Yi, elle a dit hier que juste 2 mois en plus, ça pourrait obtenir un résultat complètement différent. Exactement. Oui. Je pense que normalement on travaille sous pression avec un délai assez court, mais personnellement j'ai eu la chance d'avoir travaillé avec les éditeurs justement qui sont là-dessus et j'ai vraiment immense reconnaissance pour eux. Voilà. Mais c'est vrai, le temps c'est essentiel pour la qualité de la traduction. Vous travaillez comment justement? Est-ce que je pense que chaque traducteur a son style, sa manière de travailler. Exactement. Hier, j'étais à la maison Foulet et j'ai rencontré un vieux monsieur qui avait connu Foulet à l'époque. Il était enfant et il adorait aller chez Foulet, écouter à la porte Foulet en train de lire à haute voix les livres qu'il allait traduire. C'était sa façon de travailler, de lire à haute voix pour se rendre compte du rythme, du texte et de l'ambiance. 他的东西翻好以后，他要朗读的，朗读像我们读诗该读到一种味道了，这个感觉也融合到他的翻译里去。傅先生对一段法文的东西，他并不是字面上去看的，他要用法文朗读，朗读到进入他的那个意境了，这个感觉再转换成中文的感觉，再把它变成中文出来。所以这个是一般我不知道别人是怎么想，我感到语言跟文字在他那里成为一体。Moi personnellement, je lis aussi les brouillons, justement, les esquisses que j'ai traduits. Donc en fait, au fur et à mesure, comme ça pour me rendre compte, est-ce qu'en chinois, ça va justement pour une bonne rendue justement du texte. Foulet a eu une évolution dans son style de traduction. Oui. À un moment, il était plus attentif au rendu du sens, et à un autre moment au rendu de la forme. Les deux sont très importants, bien sûr, mais comment on arrive à concilier les deux? Parfois, c'est très difficile, parce que surtout pour deux langues complètement différentes, la langue française et la langue chinoise, comment on arrive à rendre fidèlement le sens, mais aussi et la forme, parce que chaque écrivain a son style d'écriture. Bien sûr. Bon, c'est une question très très intéressante et je pense que c'est une question que tout traducteur va se poser tout au long de sa carrière. Moi personnellement, je considère que la traduction ce n'est pas une question entre deux points, texte original, texte traduit. Français, chinois. Pour moi, ça représente plutôt une triangle. C'est-à-dire entre la langue de départ et la langue de destination, il y a quelque part entre les deux, ou bien au-delà, un autre langage, qui est le sens, qui est même l'atmosphère, qui a tous les sens justement que l'auteur voudrait exprimer à travers sa propre langue. Donc pour moi, pour arriver à ce langage supérieur, il faut passer par le texte original. Mais on ne va pas s'arrêter là. Et pour moi, ça rend aussi une autonomie et un sens de plus pour le texte traduit. Donc moi, je vois les choses comme ça et c'est ce qui m'intrigue le plus dans le travail de la traduction. Mais là, tout dépend justement de la qualité et de la sensibilité du traducteur.
On parlait de Foulé hier. C'était pas un traducteur, seulement un traducteur. Il était aussi, il étudiait l'histoire de l'art. Il était professeur à Shanghai. Il étudiait, je croyais, il dispensait un cours sur l'histoire de l'art occidental à Shanghai. Vous avez un peu suivi son parcours. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais la recherche, en fait, dans le domaine de l'histoire de l'art et de muséologie à l'École du Louvre à Paris. Et parallèlement, je mène aussi des projets à titre indépendant pour organiser des expositions entre les musées, les collections étrangères et les musées chinois. Donc parfois, c'est des projets d'exposition itinérantes. Donc on voyage un peu partout à travers la Chine, etc. Est-ce que vous pensez que justement ces études-là aident dans votre travail de traduction? Là, par exemple, ce que vous avez traduit, la Corée de l'art contemporain, oui, forcément c'est tout à fait lié. Et pour moi, justement, la traduction, ça fait partie intégrante de mes projets de recherche. Et il y a un lien, je dirais, presque organique entre mes deux chantiers. Voilà. Et pour vous, qu'est-ce que vous en pensez justement à ce propos? Est-ce que les traducteurs sont des traducteurs professionnels, c'est-à-dire ils font rien d'autre à côté, ou parfois un bon traducteur, c'est justement quelqu'un qui s'intéresse aussi à l'art, à la culture en général. Oui, bien sûr. En fait, je crois que un bon traducteur doit être érudit. Donc, il doit connaître beaucoup de sujets. Il doit avoir, comme dirais-je, une culture profonde dans beaucoup de domaines. Un bon traducteur doit être aussi inventif. Il faut avoir un certain esprit créatif pour donner la forme qui est peut-être appropriée ou bien idéale à son texte traduit. Et vous, hier, vous avez parlé de votre travail sur la traduction de Xiuxing en chinois. Alors, j'essaie de traduire en français, ce qui se rapproche le plus, c'est un retrait monacal. C'est une espèce de solitude complète, se trouver seul pour bien comprendre l'œuvre que vous allez traduire, pour vous mettre dans cette ambiance-là. Vous pouvez nous parler un peu de cette solitude nécessaire pour vous dans le travail de la traduction? Déjà, je pense qu'il existe cette solitude nécessaire dans le travail de Foulé. Vous nous avez décrit cette scène très émouvante tout à l'heure quand il lisait à haute voix le texte original qu'il allait traduire. Et je pense que là, justement, c'est la solitude nécessaire pour qu'il s'imprègne vraiment entièrement dans l'œuvre, dans sa matière première en fait. Et je pense que pour moi, on vit dans un monde pour moi très bruyant. Et il y a beaucoup de valeurs mises en avant, alors que le sens de la solitude, la capacité et la valeur justement de la solitude pour un travail de traduction, je pense que là-dessus, ce n'est pas suffisamment reconnu. Alors que c'est quelque chose qui m'attire le plus dans le travail de la traduction. J'ai appris énormément de choses à travers les 2 petits livres que j'ai traduits jusqu'à maintenant et publiés toujours chez l'éditeur de l'Université de Pékin. Chaque fois, c'est un peu comme une traversée, en fait. Une traversée dans la solitude et une traversée qui est finalement enrichissante. Donc je pense que la solitude n'est pas quelque chose à éviter, mais vraiment quelque chose qui pourrait nous inviter, où l'on peut s'inviter à y rentrer, et c'est une grande aventure, je dois dire. Merci. On va finir l'émission sur cette très belle phrase. Et l'ambassadeur, il a dit hier, la traduction, être un bon traducteur, peut-être c'est justement se soucier d'être et ne pas être. Et surtout, il a dit aussi, j'ai noté, il dit, le monde entre dans sa globalisation, et c'est là où c'est important de connaître l'émotion de l'autre. Donc je pense que le travail du traducteur en ça est très important. Parce que ce sont des gens qui œuvrent dans la meilleure compréhension de culture, de civilisation. Donc bravo encore à votre travail respectif et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Très touchée.